Bonjour, chers doctorants, chers doctorants, bienvenue dans votre formation initiale de doctorat où vous allez avoir cette année pour la première fois un module de didactique intégré dans toutes les filières et les domaines de spécialité. Vous allez vous poser la question certainement de savoir pourquoi la didactique. C'est l'objet de notre première conférence et je vais vous expliquer pourquoi on a intégré la didactique cette année dans votre formation doctorale. Je m'en réjouis parce qu'elle va vous aider à entrer dans le monde de la recherche, à investir le monde de la recherche et développer vos compétences de chercheur. Il faut souligner, c'est vrai, que la didactique, elle est déjà connue dans certaines formations doctorales, comme celle des formations de doctorat en langue. Il y a la didactique de l'arabe, la didactique du français, la didactique de l'anglais, la didactique du tamazight, de l'espagnol, et j'en passe. La didactique existe aussi dans les formations doctorales dans les ENS, par exemple en sciences humaines, en sciences exactes, en sciences de la nature et de la vie. Elle existe également dans les filières, par exemple, des sciences de l'éducation. Mais dans les autres filières, par exemple les domaines de spécialité comme mathématiques, informatique, microbiologie, sociologie, toutes les filières sciences économiques, de la gestion, c'est la première fois que vous allez voir intégrer la didactique. Donc, cette première conférence, elle se charge de répondre à vos questions. Pourquoi la didactique? Quel est son objet? À quoi sert-elle? Quel rôle joue-t-elle dans la formation doctorale? Et surtout, en quoi elle peut vous servir? Il est vrai que le module de didactique, il est intégré avec 3 autres modules transversaux, comme celui de la philosophie, de l'anglais et des technologies de l'information et de la communication. Pour répondre à cette question, donc, on va voir comment s'organise cette formation de didactique pour cette année. Alors, d'abord, répondre à cette question, ce qui fait que nous allons voir d'abord la question, pourquoi la recherche? Pourquoi la didactique dans la recherche? Quel est son objet? Surtout, qu'est-ce qu'elle peut apporter aux doctorants, toutes filières confondues, et quel rôle joue-t-elle dans la recherche doctorale? Il faut savoir que c'est un module d'accompagnement dans la recherche. Donc, il existera aux côtés d'autres modules que vous aurez dans votre spécialité. Ce module s'organise sous forme de conférences, de séminaires et d'ateliers. Je vous soulignerai que les conférences et les séminaires seront mis en ligne par le ministère de l'Enseignement supérieur, comme cette conférence, et les ateliers se feront en présentiel. Alors, il y aura 4 conférences. La première, celle que je présente aujourd'hui, répond à la question « Qu'est-ce que la didactique ?» La conférence numéro 2 traitera les différents types de recherche. La conférence numéro 3, elle tournera autour des écrits scientifiques, leurs caractéristiques, le discours académique, surtout vous apprendre donc à écrire, à entrer dans le monde de l'écriture scientifique. La conférence numéro 4, elle portera sur la pédagogie universitaire et la didactique professionnelle. 2 séminaires se feront aussi au cours de cette année de formation initiale. Le premier séminaire traitera de la posture épistémologique, c'est-à-dire la posture du chercheur, comment adopter une posture de chercheur dans votre travail de recherche. Le séminaire numéro 2, il traitera de l'intégrité scientifique et l'évaluation. L'intégrité en tant que processus dans la fiabilité des résultats, dans l'expérience, dans les réponses, par exemple le traitement des questionnaires, etc. Et l'évaluation, quels sont les critères d'évaluation scientifique qui permettent de reconnaître une thèse, un article scientifique, une communication au colloque en tant qu'écrit scientifique validé. Vous aurez en présentiel, et là vous aurez des enseignants de didactique qui mèneront des ateliers avec vous, 4 ateliers. Le premier, il se déroulera juste après la diffusion de la conférence numéro 1 et de la conférence numéro 2. Il traitera de l'apport de la didactique à la thèse de doctorat.
Et là, bien sûr, j'inviterai les enseignants de didactique qui vous assureront cet atelier à répondre à vos questions, si jamais il y a des questions, bien sûr, que vous vous posez à la suite de la conférence 1 et la conférence numéro 2. L'atelier numéro 2 traitera les obstacles didactiques dans la recherche. Tous les types d'obstacles que vous pouvez rencontrer. Obstacles cognitifs, obstacles liés aux ressources documentaires, obstacles liés au questionnement, obstacles liés au terrain, aux faits, aux phénomènes que vous allez observer. L'atelier numéro 3, celui qui prendra le plus grand nombre d'heures, vous aidera à apprendre, à vous approprier l'écriture académique et l'écriture scientifique pour entrer bien sûr dans le monde de la recherche, aussi bien pour l'écriture de votre thèse que l'écriture des articles scientifiques que vous allez publier. Quant à l'atelier 4, il vous aidera aussi à apprendre à présenter un travail scientifique devant un public. Bien sûr, dans l'atelier, vous le présenterez entre vous, entre pairs, entre doctorants, mais cet atelier consistera à vous apprendre à présenter, à argumenter, à justifier, synthétiser oralement un travail et surtout voir comment on acquiert la démarche scientifique dans la présentation orale. Alors, qu'est-ce que la didactique? Après cette introduction donc, que je viens de faire, je vais vous donner quelques éléments de définition et les notions fondamentales à retenir en didactique qui vous aideront à entamer votre travail de recherche. Première définition, la didactique, il faut savoir que c'est une discipline de recherche. Vous verrez en gras des mots, les mots-clés. Elle analyse son objet consiste à analyser quoi? Elle analyse des contenus en tant que savoir savant et savoir théorique. On va voir après qu'est-ce que c'est qu'un savoir savant, qu'est-ce que c'est qu'un savoir théorique. Dans quel but? Dans le but de les transposer, voilà un deuxième mot-clé que nous verrons tout à l'heure, en savoir à enseigner. Exemple, durant votre parcours universitaire, aussi bien en licence qu'en master, par exemple, vous avez eu comme polycopié de cours ou intitulé de module « Introduction à la sociologie »,« Introduction à la microbiologie »,« Mathématiques en économique gestion »,« Introduction au droit constitutionnel ». Ça, c'est des exemples de cours, de polycopiés, d'ouvrages que vous avez consultés durant votre parcours, aussi bien en licence qu'en master. Eh bien, là, ce genre de polycopier ou de cours ou d'ouvrage, il y a eu un travail de transposition. Ce sont des savoirs savants qui sont expliqués et transformés en savoirs à enseigner. Ces savoirs à enseigner, dans le cours lui-même, dans l'ouvrage lui-même, seront transposés, une deuxième transposition, en tant qu'objet d'enseignement et d'apprentissage. Pourquoi on parle d'enseignement et d'apprentissage? Parce que c'est les deux mots-clés qui gèrent le champ disciplinaire de la didactique. Autant il y a un objet d'enseignement, donc obligatoirement il y aura apprentissage. Donc il y a tout un processus qui fait qu'il y a une transformation de ces objets d'enseignement pour qu'ils soient appris. Donc ce que vous devez retenir, il y a une double transposition. Ce qui spécifie donc la didactique, c'est la focalisation sur les savoirs savants et qui sont transposés en savoir à enseigner. Vous-même, vous allez les transposer dans votre thèse de manière à les expliquer, à les démontrer et bien sûr dans leur relation en termes d'enseignement et d'apprentissage. Alors, on vient de dire qu'elle s'intéresse au savoir savant. Qu'est-ce que c'est qu'un savoir savant? C'est un savoir qui relève du domaine de spécialité. C'est un savoir de référence, un savoir qui est reconnu, validé et partagé par les pairs. Qui sont les pairs? C'est par exemple la communauté de chercheurs qu'on peut qualifier d'experts. Un savoir qui est utilisé en même temps dans la recherche
et pour la recherche. Vous l'utilisez dans la recherche, par exemple, si vous êtes en chimie, en microbiologie, en mathématiques, en physique, en sociologie, vous allez récupérer des savoirs savants à partir d'ouvrages de référence, d'articles de référence pour les traiter dans votre recherche, donc pour la recherche. Et en même temps, ce savoir savant, il fait l'objet, bien sûr, du discours dans le domaine du travail. C'est normal, des médecins entre eux, des architectes entre eux, des juristes entre eux, des sociologues entre eux utilisent ce savoir savant pour discuter donc de phénomènes de recherche. J'ai pris quelques exemples de savoir savant à partir des formations doctorales qui ont été validées cette année par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Par exemple, si vous faites en MI, en mathématiques informatiques, des recherches doctorales sur les équations de Navier-Stokes, par exemple, le théorème de Noether, le paradoxe de Russell, voilà ce qu'on appelle un savoir savant. Si vous êtes en physique, vous faites un travail de recherche en physique, physique théorique ou bien physique quantique, le boson de Higgs, le diagramme de Phénam, l'équation de Schrödinger, par exemple, tout ça, c'est ce qu'on appelle des savoirs savants. Si je vais dans le domaine des sciences économiques, la notion de capital, la notion de circuit économique, la notion de PIB, produit intérieur brut, l'indice de Herfindahl-Hirschman, par exemple, la notion de transaction, de marché. Quand vous allez entamer un travail de recherche, vous n'allez pas chercher ces mots dans un dictionnaire courant pour les expliquer dans votre thèse. Vous allez recourir, c'est ce qu'on appelle, c'est pour ça qu'on les appelle savoir savants, vous allez recourir à des spécialistes, des ouvrages de référence, des revues, des articles de revues de référence pour les expliciter. Idem pour les sciences juridiques. Quand je fais un travail de recherche, un doctorat en travail de recherche, je travaille sur la notion de constitution, la notion de responsabilité, la notion de contrat, la notion de propriété, la notion de contentieux, la procédure d'exéquatur. Tout ça, on ne va pas chercher ces notions à les expliquer dans sa thèse par le biais de dictionnaires ou même de ressources numériques de vulgarisation. On va vers les auteurs de référence. Dans les autres domaines, par exemple en chimie, la notion d'isomérie, la tectonique moléculaire, les mimes peptidiques, les hélicènes, c'est pour ça qu'on les appelle savoirs savants. Il n'y a que les experts, que les spécialistes qui se partagent ce genre de savoir. En électronique, par exemple, la constante de Boltzmann, la notion de système embarqué. Il y a dans vos formations doctorales la notion de système embarqué, la loi d'Ohm, par exemple. En sciences politiques, si je prends le droit constitutionnel, si je fais un travail de recherche sur le droit constitutionnel, je vais expliquer ce qu'est la notion de pouvoir, la notion d'État, la notion d'imposition, de règlement pacifique, par exemple. Si je suis dans les sciences de la gestion, la théorie des organisations, la notion de capital, d'investissement, la capture des valeurs, tout ça, c'est des savoirs savants que vous allez expliciter en ayant recours à des auteurs de référence, des ouvrages de référence, donc des ouvrages de spécialité. Bien, donc, deuxième définition, la didactique, c'est une discipline d'intervention. Intervenir, c'est ça votre rôle en tant que doctorant. Vous allez comprendre et développer la recherche scientifique, vous allez explorer et valider les approches théoriques et méthodologiques utilisées dans la recherche pour diffuser le savoir que vous allez élaborer et les résultats de votre recherche. C'est pour ça que la didactique, c'est une discipline d'intervention. Elle va vous aider à passer par ces trois étapes. Alors, parmi les fonctions de la didactique, on a, c'est une citation, enrôler, comprendre et expliquer. En quoi consiste l'enrôlement? L'enrôlement, c'est une fois que vous avez saisi, par exemple, votre objet de recherche, vous avez circonscrit le domaine dans lequel vous voulez intervenir, vous allez être engagé, vous allez intégrer ce domaine en faisant des actions concrètes. Quelles sont ces actions? C'est ce que nous allons voir chacun dans son domaine. Vous allez comprendre un phénomène, un fait, vous allez en saisir les mécanismes, vous allez construire des liens entre des éléments par les lectures que vous allez faire, par les choix, par des sélections que vous allez faire.
pour une troisième étape dans laquelle vous allez expliquer ce phénomène, ce fait, ce que vous allez observer, etc., dans le but de le diffuser. Votre thèse, ce sera le premier moyen de diffusion de votre travail de recherche. Donc, je prends une citation de Sylvain Genevoix et de Nathalie Valiant datant de 2020 qui explique très bien la démarche de l'apprenti chercheur que vous êtes, le doctorant. Vous êtes un chercheur apprenti débutant, un chercheur débutant. Et votre travail consiste à questionner, c'est-à-dire la didactique, elle questionne votre rapport au savoir et au contexte. Le savoir, c'est votre objet de recherche. Vous allez choisir un sujet de recherche, sélectionner un sujet de recherche, et puis vous allez vous poser des questions. Comment le traiter, comment l'analyser, comment le préparer, comment le mettre en place, comment le diffuser à partir d'un contexte précis. Donc, la démarche didactique, elle s'intéresse à quoi? Aux conditions de médiation des savoirs. Vous êtes le médiateur d'un savoir déterminé que vous allez développer. Vous êtes le médiateur, pourquoi? Parce que vous allez rédiger une thèse, vous allez présenter devant un jury une thèse, vous allez publier une thèse, et cela en contexte varié. Regardez bien comment l'expression contexte varié est au pluriel, et public pluriel aussi, à l'adresse de public pluriel. Contexte varié, pourquoi? Parce que quand vous allez, à partir des références, des sources documentaires que vous allez sélectionner, les contextes ne sont pas les mêmes. Une théorie, la loi d'Ohm, quand vous allez l'appliquer à un contexte ici algérien, donc c'est un contexte que vous allez expliquer et vous allez surtout adapter cette théorie à votre contexte. Le public, je dis pluriel, pourquoi? D'abord, quand vous écrivez, c'est vrai, vous mettez en face de vous votre directeur de recherche parce qu'il y a une constante, il y a un engagement de la part de votre directeur de recherche et il y a une constante interaction entre vous, le savoir, votre thèse et votre directeur de recherche. Bien sûr, il y a des va-et-vient. Il y a un contrôle qui se fait, il y a une lecture qui se fait. Ensuite, vous vous adressez, bien évidemment, dans votre thèse, aux membres du jury, parce que on pense à eux la première fois qu'on rédige sa thèse. Quelles questions ils vont me poser? Est-ce que je suis claire? Est-ce que ce que j'ai écrit est clairement démontré et expliqué? Quel type de questions ils vont me poser? Vous vous interrogez sur tout ça, ce qui fait que le public restreint auquel vous vous adressez dans la rédaction de la thèse, c'est bien votre directeur de recherche et les membres du jury. Mais après, il faut bien diffuser. On parle de diffusion. Votre thèse sera mise en bibliothèque, ce qui fait que le public va s'élargir. Le public va s'élargir une fois que vous allez récupérer des parties de votre thèse que vous allez réécrire sous forme d'articles afin de les publier dans des revues. Vous allez aussi récupérer certaines parties de votre thèse pour les présenter, par exemple, dans des communications au colloque. Tout ça, bien sûr, obéit, vous êtes le médiateur. C'est pour ça que j'ai retenu cette définition qui permet de montrer votre rôle en tant que doctorant, rédacteur d'une thèse. Alors, une autre définition qui vous permet de comprendre en quoi ça consiste, quelles sont les actions que vous allez mener. C'est cette définition de la didactique qui va vous montrer les différentes étapes que vous allez faire pour votre travail de recherche. La didactique, elle consiste en l'ensemble des procédures. C'est une procédure, c'est une démarche retenue pour sélectionner, analyser, organiser les savoirs qui feront l'objet d'actions visant à leur appropriation par tel public, on a vu tout à l'heure les différents publics, en fonction d'informations diverses relatives à ce public. Donc vous avez 3 opérations à mener, 3 actions. D'abord, vous allez sélectionner votre objet de recherche. Sur quoi vous dites sur quoi je vais travailler? Qu'est-ce que je vais choisir comme sujet de recherche, comme thème de recherche, comme objet de recherche? Ensuite, vous allez vous documenter, lire, sélectionner les ouvrages de référence, les articles de revue qui ont traité le sujet sur lequel vous voulez travailler. Ensuite, vous les analysez parce que vous ne pouvez pas tout lire, vous ne pouvez pas tout réceptionner. La sélection en fonction de votre objet de recherche, elle se fait aussi en analysant ces ressources documentaires. Quel est l'ouvrage, quel est l'article, quelle est la ressource numérique qui est fiable
et qui correspond à ce que je veux traiter. Ensuite, bien sûr, vous les organisez parce que vous aussi, vous allez écrire. Ce premier travail, c'est une première appropriation. C'est une première transposition et on va voir la notion de transposition. Vous vous appropriez le savoir savant pour une deuxième appropriation. Alors, qu'est-ce que c'est que la notion de transposition didactique? Elle a été élaborée par Yves Chevalard, qui est un mathématicien, et il nous dit que c'est le principe fondateur qui s'oppose justement à la vulgarisation scientifique. Que dit-il? C'est un contenu de savoir ayant été désigné comme savoir à enseigner qui subit un ensemble de transformations adaptatives, regardez bien le mot adaptative, qui vont le rendre apte à prendre place parmi les objets d'enseignement. Le travail qui, d'un objet de savoir à enseigner, fait un objet d'enseignement est appelé la transposition didactique. Quelles sont donc les opérations et actions à mener par vous, le doctorant, dans votre travail de thèse? On vient de voir la première transposition. Vous allez analyser, sélectionner le savoir savant, vous allez l'organiser en fonction de votre objet de recherche. C'est une première transposition dans laquelle le doctorant acquiert de nouvelles connaissances. Vous avez lu, vous vous êtes documenté et vous avez sélectionné le savoir qui convient à votre objet de recherche. Ensuite, deuxième étape, vous allez diffuser ce savoir dans le but de le faire apprendre. J'ai mis entre guillemets apprendre parce que quand on rédige la thèse, c'est comme si on est en train d'enseigner. On le fait apprendre à d'autres sous forme de thèse ou sous forme d'articles scientifiques. Le doctorant, une fois qu'il a acquis de nouvelles connaissances, il met à profit ces connaissances par le biais de la thèse. Cette double transposition, elle consiste en 1. S'approprier le savoir savant. Donc, il y a tout un processus de compréhension que vous allez faire. Vous allez interpréter, réélaborer le savoir scientifique en termes de réécriture scientifique. Puis, vous allez le rendre possible, l'expliquer, le démontrer, ce savoir disciplinaire, à destination d'autres. Parce que vous allez rédiger votre thèse, des articles, et vous allez présenter tout ça, on va dire oralement, le jour de votre soutenance, mais aussi sous forme de communication au colloque, et pourquoi pas. Alors, la démarche scientifique, elle obéit à deux types. Vous avez le premier canevas, puisque la démarche scientifique fait partie de la didactique, puisqu'elle utilise des techniques herméneutiques qui consistent à analyser, expliquer, décrire, démontrer, interpréter, soit les faits, soit des phénomènes observés, soit des données recueillies. Alors, vous avez le modèle oérique. O, c'est observation. Vous allez observer, émettre des hypothèses, faire une expérience, mener une expérience ou analyser, obtenir des résultats, R. Vous les interprétez et vous aboutissez à une conclusion. On a un deuxième modèle. Lorsque le terrain ou le fait ou le phénomène est clairement défini et identifié, on le questionne. On se pose des questions, on questionne ce terrain ou ce fait, on sélectionne les outils, les champs conceptuels, les ouvrages de référence, les notions à expliciter, etc., les outils méthodologiques aussi pour mener la recherche. Et puis, on observe ce terrain au moyen de ces outils d'investigation, on analyse, au moyen d'outils aussi, de champs conceptuels, de démarches, on expérimente pour aboutir, bien sûr, à des résultats. Justement, l'objectif de la didactique, de la recherche, c'est de déboucher sur des propositions après expérimentation et validation. Et vous savez que parfois, les décideurs en politique, on peut très bien se baser sur des travaux de recherche, ça sert à ça, les travaux de recherche, pour prendre des décisions. Exemple, un travail de recherche mené en énergie nucléaire, un travail de recherche mené en droit privé, en droit public, en agroalimentaire, en écosystème marin, en sociologie, en pharmacologie. Tout ça permet bien sûr d'aboutir à des propositions qui ont été validées. Alors, troisième notion très importante à acquérir en didactique, c'est
le positionnement épistémologique. Et vous avez vu tout à l'heure, il y a tout un séminaire qui est dédié à la posture du chercheur. Le positionnement épistémologique, c'est la posture du chercheur qui vous permet bien sûr de réfléchir d'un point de vue didactique. Vous allez mener une double activité. La première dont on a parlé, qui consiste à lire, analyser, se poser des questions, questionner le terrain, etc. C'est une activité constructive. C'est vous qui vous construisez en tant que chercheur. Vous allez acquérir des connaissances. Vous passez à une deuxième étape pour les transposer. Transposer les champs conceptuels dans votre recherche. Vous allez confronter des théories, les synthétiser et vous allez inscrire votre recherche dans un champ disciplinaire bien défini ou dans plusieurs, dans des champs interdisciplinaires. Et le tout, bien sûr, pour produire des argumentations solidement étayées. Tout ça, c'est une activité productive, c'est votre thèse. Votre thèse fait partie donc de cette deuxième activité. Alors, ce positionnement épistémologique, je ne vais pas trop le détailler puisqu'il y aura un séminaire qui sera dédié à ça, mais simplement quand même, je vous explique en quoi ça consiste. Eh bien, ça permet de voir comment le chercheur s'implique dans sa recherche. On s'implique, bien sûr, c'est un travail scientifique avec objectivation, mais quelquefois, il y a on se pose des questions. Est-ce qu'on peut s'impliquer de manière objective? Oui. Alors, il y a deux ou trois possibilités. Soit on est en proximité, c'est une posture, bien sûr, constructiviste, et c'est la manière de résoudre les problèmes à étudier, comment on les étudie, comment on confronte les données, comment on croise les approches aussi pour traiter. C'est ce qu'on appelle l'intelligence de la tâche. Votre tâche de chercheur, votre tâche à partir de l'objet de recherche, c'est là où on va voir votre posture de chercheur. C'est ce qu'on appelle aussi le geste. Le geste, je l'ai mis en italique pour que vous puissiez comprendre qu'il s'agit de l'attitude dans la construction du savoir et dans l'élaboration. Vous pouvez aussi, par exemple, prendre de la distance par rapport à toutes les disciplines et les théories de référence. Et tout ceci, bien sûr, favorise l'autonomisation. Un chercheur, c'est vrai, même s'il est dans une discipline appliquée, il doit être capable de montrer qu'il s'est bien approprié toutes les données, les disciplines, les théories de référence, et qu'il est capable de les transposer. Et tout ça relève d'une opération de réflexivité à partir de questionnements, de la démarche, de la recherche, bien sûr, en lien avec les faits, les phénomènes observés et surtout le contexte dans lequel le doctorant travaille. Donc, c'est une posture dynamique qui permet donc pratiquer, d'entrer dans le monde de la recherche. Finalement, le positionnement épistémologique, il permet d'acquérir une démarche qui vous permet de raisonner, argumenter, étayer. Et là, je profite de l'occasion pour vous dire qu'il y a le deuxième module, module transversal, qui est la philosophie, qui va vous aider justement à raisonner, argumenter et étayer, même si ça fait partie de la démarche scientifique. Vous allez acquérir cette démarche réflexive pour interroger l'élaboration et la production du savoir. Il y a une double interrogation que vous allez mener. Comment je vais interroger mon terrain, je vais poser des questions, comment je vais interroger les phénomènes ou les faits que j'observe, comment je vais élaborer ce savoir et comment je vais le produire. Et ce positionnement va vous permettre, une fois que vous êtes dans la rédaction de la thèse, vous montrer votre capacité à vous approprier ce qu'on appelle les littératies universitaires, c'est-à-dire maîtriser le discours universitaire, se conformer à l'intégrité scientifique dans les écrits, dans les résultats. Hein. Et là aussi, il y a un atelier et aussi un séminaire sur l'intégrité scientifique dans les résultats, pour que les résultats ne soient pas biaisés, les résultats soient fiables, soient donnés de manière convenable. Bien sûr, tout ceci, on vise à travers tout ça la rédaction de votre thèse, les articles scientifiques et bien sûr, et pourquoi pas, les communications au colloque et au congrès. Bien, là, je vais vous montrer la différence entre la didactique et la pédagogie parce que bon nombre de personnes ont tendance à confondre les deux et dire que la didactique, c'est de la pédagogie. Pas du tout. Alors, la didactique, c'est une discipline de recherche. Elle met en place des théories.
tandis que la pédagogie, c'est une discipline appliquée. Elle applique des théories de psychologie, de pédagogie, etc. La pédagogie, elle s'intéresse plutôt à tout ce qui est relationnel et communicationnel, les interactions, les enseignants entre l'apprenant, les apprenants eux-mêmes, étudiants entre l'enseignant, entre le directeur de recherche par exemple et le doctorant. Tout ça, c'est pédagogique, c'est les moyens humains pour transmettre un contenu, pour expliquer, c'est ce qu'on appelle l'univers de la gestion des groupes d'apprenants. Tandis que la tâche de la didactique, non, elle se focalise, comme on l'a dit tout à l'heure, sur les contenus, sur les savoirs savants, dans le but de les interroger, d'interroger les notions et les concepts qui peuvent servir à la recherche, comment les confronter, etc. Donc, c'est plutôt sur les savoirs à diffuser, les savoirs savants. Et son objectif, c'est de produire des argumentations, comme on a dit tout à l'heure, solidement étayées et surtout cohérentes, susceptibles, bien sûr, d'orienter les pratiques d'enseignement. Pourquoi on vous parle de pratiques d'enseignement aujourd'hui? Parce que vous êtes doctorant et vous vous destinez certainement à enseigner à l'université. Eh bien, une fois que vous avez intégré la didactique en tant que discipline de recherche dans votre parcours de doctorant, il vous sera aisé plus tard, en entrant dans le monde de l'enseignement, d'aller sélectionner les savoirs savants, de les transposer en savoir à enseigner, de les expliquer convenablement et de les adapter à votre public. Bien. Alors, pour résumer, que doit-on retenir de la didactique? Nous venons de dire que c'est une discipline de recherche. Elle vous permet d'entrer dans le monde de la recherche. Vous avez vu grâce à quoi? Grâce à les questions, les lectures, la documentation, la sélection, l'analyse. C'est une discipline d'intervention. Vous allez intervenir en deux étapes. D'abord, en construisant votre parcours de chercheur apprenti. Comment vous allez sélectionner, comment vous allez analyser, qu'est-ce que vous allez lire, comment déjà choisir son sujet de recherche. Même là, c'est une intervention. Ensuite, elle vous permet bien sûr d'acquérir les différentes démarches scientifiques que vous connaissez, puisque vous êtes déjà passé par un master qui vous permet une ébauche de la recherche scientifique. Alors, pour répondre à vos questions, parce que certainement à la suite de cette première conférence « Qu'est-ce que la didactique ?», je vous invite à vous rapprocher des enseignants de didactique de la cellule de suivi doctoral que vous aurez dans vos établissements universitaires, dans les universités et les écoles. Et puis, vous avez dans le référentiel de didactique que le comité de suivi doctoral a dû recevoir, référentiel de didactique, vous avez les membres experts du comité pédagogique national de didactique qui pourront vous répondre à vos questions. Il y a leur nom, il y a la région ouest, la région centre et la région est. Et puis moi-même, voici mon mail, si vous voulez, bien sûr, si vous avez des questions à poser, je n'hésiterai pas à répondre à vos questions. Je vous remercie infiniment de votre attention et vous souhaite une très bonne année initiale de doctorat et puis bienvenue dans le monde de la recherche. Merci.